tous. Donc, je me présente, je suis Olivier Gosset, professeur en classe préparatoire mais aussi en collège, de français, de latin et de religion, car j'enseigne dans un établissement privé qui a pour mission aussi de présenter la religion à ses élèves, à titre de culture religieuse. Nous avons fondé avec des collègues il y a 2 ans déjà une association qui s'appelle les Enseignants pour l'enfance et qui se donne pour objectif de lutter contre l'instrumentalisation de l'enfance. Car vous le savez, depuis quelques années déjà, l'école est devenue l'enjeu d'un certain nombre de projets politiques, et parmi tous les projets qui sont proposés dans cette école et dans cette noble institution, est aussi le projet de l'égalité. Alors j'en veux pour preuve une déclaration qu'a faite il n'y a pas si longtemps que ça notre cher Premier ministre, M. Manuel Valls, qui disait le 22 janvier 2015, juste après les tragiques événements que vous connaissez, il disait ce monsieur, l'école doit fabriquer de l'égalité pour tous. Et vous voyez qu'à travers cette expression de fabriquer de l'égalité pour tous, on se rend compte que l'égalité est devenue un objet que l'on va concevoir, que l'on va expérimenter et que l'on va produire à l'école. Mieux encore, il ne faisait que reprendre ici un mot d'ordre qui avait été donné par notre ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem. L'égalité pour cette dame-là était et est un objet de savoir, plus précisément, et l'enjeu d'une culture. Car lorsqu'elle accède au rôle et au poste de Premier ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem estime que c'est à l'école de transmettre une culture de l'égalité. Alors voyez, un objet, un savoir, qu'est-ce que l'égalité? Eh bien moi, le professeur de lettres que je suis, je vais commencer tout simplement par une petite démarche étymologique, si vous le voulez bien. L'égalité n'est pas un savoir, c'est une perception. L'égalité n'est pas une culture, n'est pas un objet, c'est une manière d'envisager le réel. Et cela, c'est l'étymologie qui nous le dit, car égalité vient d'un terme latin, aequalitas, qui vient lui-même d'un adjectif, aequalis, qui signifie égal par l'âge. Qu'est-ce que l'égalité pour les latins? C'est un phénomène qui consiste à associer 2 réalités distinctes, 2 personnes, que l'on va rapprocher par le fait d'une détermination commune. Et vous voyez qu'ici, on est bien dans une affaire de conscience et de perception des choses, bien plus que dans une affaire de valeur, comme on entend très souvent, peut-être trop d'ailleurs, ou encore de culture. Deuxième contradiction. Je dirais que par essence, l'école est le lieu de la différenciation. Et donc, d'une certaine manière, c'est l'espace de l'inégalité. Car à l'école, vous le savez, dans une classe, par exemple, nous avons un adulte face à des enfants. Nous avons un maître qui sait et qui enseigne, et qui se trouve face à des élèves qui, eux, ne savent pas et sont là pour apprendre. Inégalité donc des personnes, mais aussi inégalité des propositions, inégalité des traitements. Les élèves sont notés. Parfois, ils sont classés. Parfois même, je peux vous le dire, ils réclament un classement. Certains élèves passent dans la classe supérieure. D'autres, au contraire, vont redoubler. Bref, vous voyez donc qu'ici, l'école est espace de différenciation, apprentissage de la distinction. Ce qui exclut de facto, dans son fonctionnement même, l'égalitarisme fonctionnel que l'on voudrait installer à l'école. La question que pose alors finalement l'enseignement de l'égalité est la question de la nature, de la finalité et des moyens. De quelle égalité parlons-nous quand nous parlons d'égalité à l'école? Est-ce un principe? Est-ce une manière de disposer les choses? Est-ce un idéal, un but à atteindre? Cette égalité est-elle praticable dans cet apprentissage de la différence qu'est l'école? Bref, à quelle égalité l'école peut-elle éduquer? Pour résoudre cette question délicate, je vais suivre plusieurs étapes que je me permets d'annoncer pour que vous puissiez entrer plus facilement dans l'exposé qui va suivre. Je commencerai par faire tout simplement une histoire de l'égalité. Dans un deuxième temps, je montrerai que l'école est précisément, en dépit de cette histoire, le lieu de la distinction, et donc d'une certaine manière de l'inégalité. Puis, j'essaierai de montrer que l'égalité que l'on veut enseigner à l'école, c'est l'égalité de l'indistinction, de l'indifférenciation. Et enfin, je terminerai mon propos pour voir dans quelle mesure ou à quelle égalité l'école peut véritablement enseigner. Et ce propos sera conclu et complété
par ma très chère voisine Clotilde, qui vous parlera d'un projet que nous portons dans notre association des enseignants pour l'enfance. Petite histoire de l'égalité. Histoire rapide que je résumerai ainsi. Depuis son origine jusqu'à nos jours, l'égalité est un principe politique qui est devenu une source d'indifférenciation anthropologique. Et dans cette histoire, je dégagerai 4 phases, qui sont 4 moments de l'égalité. Première phase, premier moment, est-ce que vous voulez que je prenne le micro? Oui? Non? Ça vous va? Bon. Écoutez, tant que je peux tenir ma voix et faire en sorte que ma voix porte jusqu'à vous, je parlerai sans micro. Voilà. Micro? Si vous voulez, Voilà. J'y suis. Voilà donc 4 phases, je disais, de l'égalité. 4 moments qui correspondent tout d'abord et qui s'enracinent tout d'abord dans une égalité antique. Je parle ici de l'égalité grecque. Les Grecs du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez que je remonte très très loin, posent un principe politique qui est le suivant. En dépit de l'inégalité des fortunes, les citoyens grecs, comprenez les hommes libres et en état de porter les armes, les citoyens grecs bénéficient de ce qu'on appelle en grec l'isonomia, même norme pour tous. Et cette isonomia va permettre de conférer à chaque citoyen le pouvoir d'un suffrage. En dépit donc de l'inégalité des richesses, chaque citoyen bénéficie d'un suffrage égal à son voisin. Nous sommes là donc dans une compréhension politique de l'égalité. Deuxième moment dans ma très très rapide histoire de l'égalité, je parlerai de l'égalité des Lumières, de l'égalité républicaine. Ici, l'égalité va quitter le champ politique pour entrer dans le champ juridique et légal. C'est la fameuse Déclaration des droits de l'homme et son article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égalité de chacun devant la loi. La suite est intéressante à lire et je vous la lis car on l'oublie trop souvent. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Cette égalité juridique n'exclut pas, bien au contraire, une inégalité sociale. Au contraire, il est bien dit que ces distinctions ont un fondement quant à l'organisation de la vie politique. Elles ont une utilité commune. Troisième moment, je parlerai du moment marxiste de l'égalité. Vous savez que Marx va critiquer les droits de l'homme, qu'il appelle de manière un peu péjorative les droits de la société civile et bourgeoise. Et au nom de cette critique, il va réclamer une égalité économique. Nous passons ici non plus à une égalité des droits, nous sommes là maintenant dans le cadre d'une égalité des biens et des avoirs. Mais remarquez bien, s'il vous plaît, que ce principe d'égalité économique se fait selon la logique de l'ajustement et de la proportion. C'est le fameux adage que vous connaissez peut-être, de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins. Nous sommes dans le cadre d'une redistribution proportionnée des besoins en fonction des capacités et des désirs de chacun. Égalité moderne maintenant, c'est l'égalité contemporaine, celle que nous acceptons presque inconsciemment et qui est d'une certaine manière le contraire même de l'égalité, puisque cette égalité suppose l'indifférenciation des personnes. L'égalité moderne est une égalité humaine, qui consiste à dire qu'une personne vaut l'autre, quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses prétentions et son statut. Nous passons ici dans une dimension anthropologique qui va poser l'équivalence des personnes. Parmi toutes les citations que j'aurais pu vous proposer pour illustrer ce changement, cette rupture, j'ai choisi tout simplement un texte fondateur du Parti socialiste français qui s'intitule « Convention égalité réelle » et qui a été rédigé le 9 novembre 2010 et signé le 9 novembre 2010 par des personnalités telles que Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Peillon, Benoît Hamon, etc. Je prends une citation dans ce texte qui, à mes yeux, est tout à fait éloquente. « La mobilité dans la hiérarchie sociale sera d'autant plus facilitée que les barreaux de l'échelle sociale seront proches les uns des autres. » Voyez le paradoxe, s'il vous plaît.
c'est la proximité des niveaux sociaux qui garantit une égalité. Autant dire que c'est le fait d'annuler les niveaux sociaux qui permet l'égalité. Cette égalité ne se comprend plus comme le principe d'une juste redistribution, mais comme le principe d'une stricte parité. L'extension du concept de l'égalité ici nous conduit directement, c'est le mot que Bruno employait, à l'égalitarisme. Qu'est-ce que c'est que l'égalitarisme? C'est un mot intéressant. Il apparaît au XIXe siècle en France, dans une période de réflexion politique, et il se définit comme l'égalitarisme est une attitude qui vise à l'égalité absolue en matière politique et sociale. Je pense que nos consciences, notre culture contemporaine est empreinte de cet égalitarisme-là. Et je pense que c'est à l'école que l'on voudrait installer cet égalitarisme-là. Or, précisément, il se trouve que l'école, et c'est mon deuxième point, est le lieu de la distinction, et donc d'une certaine manière de l'inégalité. Et ce pour deux raisons. Une raison fondamentale de principe et une raison d'organisation et de structure. Première raison fondamentale et de principe. Que veut transmettre l'école? A priori, nous sommes à peu près d'accord pour nous dire que l'école a pour mission de transmettre une culture. Or, qu'est-ce que la culture? La culture, c'est précisément ce qui me permet de distinguer les choses. La culture, c'est ce langage différencié qui me permet de différencier la réalité que j'appréhende à travers cette culture. J'en veux pour preuve les récits fondateurs de toute culture. J'en veux pour preuve les récits de création de toute culture. Voyez la Genèse, par exemple. La Genèse raconte l'histoire d'une création qui s'effectue selon un ordre. J'ai choisi un autre exemple, plus profane si je puis dire. Je vais vous parler de la théogonie d'Hésiode. Hésiode est un poète grec, un poète grec qui va raconter la création du monde. Je vais vous lire les vers qui racontent cette création et vous allez voir immédiatement que s'opèrent deux phénomènes, la distinction et la hiérarchie, ce qui est le propre de toute culture. Avant tout, nous dit le poète, fut l'abîme, comprenez le chaos. Puis vint terre, au large flot, et amour. D'abîme naquirent Éreb et la noire nuit. Il est très intéressant de voir ici que notre poète va associer deux ordres. Un ordre spatial, le jour, la nuit, l'amour, la terre, qui s'enracine et qui se déduit d'un ordre chronologique. Avant tout, puis. La culture nous ramène à une origine, et cette origine nous est présentée comme première. Nous dépendons de quelque chose qui est plus grand que nous, nous dit la culture. Et si nous dépendons de cette chose qui est plus grand que nous, l'origine du monde, eh bien nous sommes subordonnés à cette grandeur. La culture, et c'est ça qui est absolument merveilleux, met en scène l'histoire de notre propre origine et d'une certaine manière l'histoire de notre propre dépendance à quelque chose qui nous est supérieur. Eh bien l'enseignant, c'est ce qu'il doit apporter aux élèves qu'il a. Les élèves que j'ai en classe de 4e, puisque j'enseigne au collège, je leur montre sans cesse que le français nous précède. Je leur montre sans cesse que les règles de la langue nous précèdent et que nous avons à nous y conformer. Et que ces règles sont plus grandes que nous. Et qu'elles sont plus grandes que notre petit désir, notre petite paresse de ne pas apprendre l'orthographe, par exemple. Et que d'une certaine manière, j'ai à introduire dans ma classe des enfants à un monde qui est plus vieux qu'eux, et plus ancien qu'eux, et plus grand qu'eux. Et que c'est comme cela que je les ferai grandir, et c'est comme cela que moi-même je grandis, dans cette subordination. Deuxième raison. La raison est structurelle, et elle a été pensée dès la fondation de l'école républicaine. Pour les pères fondateurs, et j'entends ici tout simplement Jules Ferry, l'école est un lieu où chacun va comprendre de manière égale les inégalités de notre monde, où chacun va concevoir de manière équivalente le fait que tout n'est pas équivalent dans le monde. Et j'en veux pour preuve un très beau discours que j'ai trouvé, dont le titre est éloquent, et qui fut prononcé par Jules Ferry le 10 avril 1870.
Ce discours s'intitule « Le discours sur l'égalité d'éducation ». Vous voyez comme les choses sont renversées, ou comme elles ont été renversées. Nous sommes passés de l'égalité d'éducation à l'éducation à l'égalité. Oui, ce titre veut déjà beaucoup dire. Le titre promet une équité dans le don des savoirs, mais non pas une égalité des personnes. Mieux encore, le père fondateur de l'école républicaine, donc Jules Ferry, va préciser ce qu'il entend. Et il dit ceci: « Je ne viens pas prêcher je ne sais quel nivellement absolu des conditions sociales. » Et il continue. « Il y a toujours sans doute des hommes qui commandent, d'autres hommes qui obéissent. Mais le commandement et l'obéissance sont alternatifs. Et c'est à chacun, à son tour, de commander et d'obéir. » Vous voyez comme est fine l'analyse de Jules Ferry ici. L'école, pour lui, est antichambre de la République. Il faut apprendre à l'enfant que tout n'est pas égal. Car si on apprend à l'enfant que tout n'est pas égal, il acceptera d'être gouverné. Il acceptera peut-être de gouverner. Il acceptera de jouer son rôle d'électeur et d'élu, dans cette réciprocité des charges et cette complémentarité des délégations. D'une certaine manière, une école qui est strictement égalitaire est une école qui n'enseigne pas aux enfants le fait de prendre des responsabilités et le fait d'accepter que des responsabilités soient prises pour eux. L'école est l'expérience au fond profonde et intime de l'altérité, de la différence. Cette altérité et cette différence se faisant par la médiation, par le moyen de la culture. Dans l'école, par la culture, par le savoir, par les disciplines que l'on m'enseigne, j'apprends à connaître l'autre, qui n'est pas mon égal, qui est mon différent. Et par là même, sans doute, j'apprends à devenir moi-même. Or, il se trouve que, et c'est mon troisième moment, il se trouve que l'égalité que l'on veut enseigner actuellement à l'école est une égalité de l'indistinction et de l'indifférenciation. Je vais entrer maintenant un peu plus profondément dans ce que l'on appelle maintenant les outils pour l'égalité garçon-fille à l'école, qui sont le succès d'année, qui sont la résurgence des ABCD de l'égalité dont Bruno a parlé tout à l'heure. Alors, tout ce que je vais vous raconter est disponible sur Internet, sur un site qui est accessible à tous, enseignants ou non, élèves ou non, qui s'appelle Canopé, C-A-N-O-P-E accent aigu. Et donc vous avez un petit onglet « Outils pour l'égalité garçon-fille à l'école ». Ce qui me frappe dans le projet qui est proposé, alors ce n'est pas exactement un programme, ce n'est pas encore un programme, il s'agit de propositions qui sont faites à des enseignants pour mettre en œuvre cette égalité garçon-fille à l'école. Ce qui me frappe, c'est que dans le principe de ces propositions, l'égalité passe par l'abolition de la différence. Et mise en œuvre ce que j'appellerais le sophisme égalitaire, qui est le suivant. Je cite ici un inspecteur qui prend la parole et qui dit ceci. 1. La différence peut être source d'inégalité. Pourquoi pas. 2. D'une manière générale, elle est discriminante. 3. Conclusion. Il faut neutraliser les stéréotypes qui sont source de différenciation et donc de discrimination. C'est extrêmement simple, je résume ici le raisonnement. Pour supprimer les inégalités, il faut supprimer les différences. Plus grave encore, me semble-t-il, pour faire entrer les enfants dans cette démarche de l'indistinction et de l'indifférenciation, on va mettre en œuvre ce que j'appellerais une pédagogie du soupçon, qui va se porter précisément à l'égard de la culture, puisque la culture, comme je vous l'ai expliqué, est le lieu de la distinction et de la différence. Et la cible de cette pédagogie du soupçon sera par priorité les contes que l'on lit aux enfants. Et on va montrer à quel point ces contes ont un caractère discriminant, aliénant pour les enfants. Ainsi, il est dit, de manière tout à fait arbitraire, je trouve, et très discutable, mais si vous voulez, on pourra en reparler, la femme, me dit-on, dans les contes, me dit-on, véhicule une image de femme soumise, souvent humiliée, incarnation du mal. Et vous voyez que ici, on entre, et c'est très curieux,
au nom de la déconstruction des stéréotypes, on entre dans une lecture stéréotypée de la culture, et des contes et du patrimoine. Et on veut faire de la distinction un arbitraire, oppressant, aliénant, une variable, violente, discriminante, qu'il convient d'abolir. Plus grave encore peut-être, le projet entend, et cela a été dit notamment par une dame que vous connaissez peut-être, qui est responsable du réseau Vigigender, Esther Pivet, le projet entend remettre en cause non pas seulement les distinctions culturelles, mais les distinctions personnelles de l'élève, et le faire réfléchir, interroger, remettre en cause donc ses propres distinctions et ses propres modes d'appréhension du réel. Car en effet, une séquence qui s'intitule « Agir dans la classe » a pour objectif d'observer les enfants dans leurs activités et de les contrôler. Là encore, je cite le support qui nous est proposé. À partir de photographies d'occupation des ateliers. Donc comprenez, nous sommes dans une classe de primaire, les enfants ont un temps libre, ils peuvent aller dans l'atelier, j'imagine, un peu marqué d'un point de vue féminin, atelier pourquoi pas cuisine, très bien, ou alors ils auraient un atelier plus marqué masculin, sport, parfait. On va photographier. On va ensuite comptabiliser les passages dans chaque atelier au bout d'une semaine. Donc on va nombrer. Et on va entamer ensuite un débat sur cette occupation et sur les tendances qui se dessinent, dans une démarche culpabilisante, d'autocritique, qui rappelle quelques procédés que vous connaissez peut-être. Il s'agit donc ici d'observer, de quantifier de manière nombrable et d'interroger. L'éducation ici, à mes yeux, passe par une rééducation de la conscience, par une autorégulation du comportement, et nous entrons purement et simplement dans une égalité quantitative et nombrable, qui se fait parfaitement au détriment d'un comportement quantitatif. Car après tout, le petit garçon qui n'a été qu'une fois dans l'atelier cuisine, si ça se trouve, a éprouvé beaucoup plus de joie que lors de ses 5 passages dans l'atelier sport. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de compter, puisque nous sommes ici dans un système purement arithmétique, numérique et nombrable. Alors vous voyez ici que, d'une certaine manière, cet égalitarisme comptable se fait au détriment tout simplement de la liberté de l'enfant, au détriment tout simplement de la spontanéité d'une classe, au détriment tout simplement de ce qui fait, je peux vous le dire comme enseignant, la joie d'une classe, la surprise, la proposition, le changement dans l'orientation pédagogique que l'on aura prise, la vie tout simplement. La rubrique « Agir dans la classe » à mes yeux, pourrait se résumer ainsi, détruire la vie de la classe. J'ai presque terminé, et j'en arrive à mon dernier point, la notion donc d'égalité que nous pourrions enseigner, nous, à nos élèves, vous aussi, à vos enfants. Alors je vais faire 2 propositions, et après je laisserai la parole à Clotilde, qui va vous parler donc de ce projet très précis et très concret que nous avons de manuel. Je crois que comme enseignant, nous avons le devoir, je me fais le devoir, de réaffirmer l'égalité d'éducation. Chaque enfant a droit à un savoir. Mieux encore, j'entrerai ici, alors ça n'est pas fréquent mais je le ferai, dans une logique un peu marxiste, de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins. Un enfant a besoin, dans son droit au savoir, d'une certaine manière, a le droit à une attention inégale, proportionnée de la part de l'enseignant. Tu as besoin que je m'occupe de toi aujourd'hui. Ça, tu ne l'as vraiment pas compris, mais je vais prendre du temps. Je ne vais pas du tout être égalitaire, et je vais le faire pour toi, tout simplement. Et si vous voulez, nous avons à passer sans cesse dans notre métier de cette fameuse culture de l'égalité à l'égalité de chacun devant la culture. D'un enseignement de l'égalité à une égalité dans l'enseignement. Et je dirais aussi que mon devoir et ma mission de professeur de français, de lettres, c'est de faire comprendre et de faire vivre aussi aux enfants ce que je vous ai expliqué concernant cette culture qui est le lieu de la distinction. Et pour cela, je me fais l'effort de réintroduire les contes dans une classe.
Parce que les contes, justement, nous enseignent les bienfaits de la différence et de la distinction. J'irai même plus loin, je connais un conte que vous connaissez aussi, qui nous montre à quel point il peut être dangereux de ne pas être capable de distinguer les choses, les êtres et les personnes. Il était une fois, paraît-il, une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme, on peut penser qu'il s'agit de la grand-mère, mais ce n'est pas justement bien décidé, lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout où elle allait, on l'appelait le petit chaperon rouge. En 3 phrases, Charles Perrault, puisqu'il s'agit de lui, va nous montrer à quel point l'enfant, qui baigne, notez-le bien, dans un milieu essentiellement féminin, sans père ni repère, cet enfant est plongé dans un monde confus de l'indistinct. Pas de père, pas de repère. La mère et la grand-mère, c'est tout un. Elles sont complètement associées dans leur projet éducatif sur l'enfant. Et elles ont un désir tellement fort de voir exceller cet enfant dans la beauté qu'on lui met un petit chaperon rouge et que le nom que reçoit l'enfant est le nom de son vêtement. Comment voulez-vous que l'enfant fasse la distinction entre les mots et les choses? Il n'est plus que l'habit qu'il porte. Et puis, soit dit en passant, lorsqu'on est dans une forêt noire et profonde, il n'est peut-être pas très intelligent de porter un petit chaperon rouge, parce qu'on est fort visible. Et voyez comme le conteur, par la suite, fort malicieusement, nomme le loup compère le loup, comme s'il était un père. Il va faire office de père et de repère, et il va attirer l'enfant dans un piège, pour finalement prendre la place des autres, prendre la place de la grand-mère, et prendre la place, d'une certaine manière, de l'enfant qu'il va dévorer. Le conte, magnifiquement ici, nous montre à quel point le langage, la culture, nous permet de comprendre les distinctions qui s'opèrent dans le monde de la nature, dans le monde des choses. Priver les enfants de cette clé-là, c'est les priver tout simplement d'une conscience. C'est les priver tout simplement de la capacité qu'ils auront à être eux-mêmes un jour. Je vais conclure donc très rapidement. À quelle égalité donc l'école peut-elle enseigner? C'est très simple. Il faut réaffirmer l'égalité des droits scolaires. Il faut passer par une distribution ou une redistribution proportionnée des savoirs. Et nous avons, dans notre finalité éducative, à généraliser le principe des différences. Le savoir que je veux enseigner aux élèves, c'est le savoir de la différence. Je vous remercie beaucoup.